Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Voilà, nous sommes un mois après la fermeture de la bibliothèque Chimurenga à Paris et donc on continue avec Pascal Obolo pour reprendre sur quelques points que l'on n'a pas eu le temps lors de la visite de préciser, puis ça permet d'en reparler aussi avec un petit peu de recul. Rebonjour Pascal. Bonjour Anne. Alors, dans les questions que je souhaitais te poser, que je n'ai pas eu le temps d'aborder correctement quand on a fait la visite, je voulais te demander quand et comment est né ce projet de bibliothèque Chimurenga ici à Paris, dans la bibliothèque du Centre Pompidou. En fait, le projet est né il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans et j'avais reçu un mail d'Anthony qui, en fait, me proposait, il me disait voilà, qu'il allait travailler sur un grand projet en partenariat avec le musée, le Centre Pompidou et la BPI. Et il me demandait si ça m'intéressait de travailler avec lui dans ce projet-là. Il m'a envoyé le mail en m'expliquant en gros ce qu'il voulait faire. Et pour moi, c'était tellement révolutionnaire parce que je me dis, c'est quand même, lui, il est anglophone, moi, je suis francophone, ça fait pas mal de temps que j'habite en France et que la question des récits sur les, les études noires francophones, c'est quelque chose que nous, en tout cas, nous, les gens de la diaspora, on n'a jamais osé le faire, soit pour des questions d'argent, soit pour des questions de temps, soit pour des questions d'opportunité. Et du coup, tout de suite, quand il m'a proposé ça, j'ai dit waouh, j'ai accepté tout de suite. Et en plus, lui m'a dit vraiment qu'il avait vraiment besoin que j'accepte parce que j'étais une des seules personnes avec qui il se voyait pour se lancer en fait dans cette aventure au départ qui devait durer 1 an. Et en fait, à cause et grâce à la crise, qu'on a fait 2 ans de recherche, mais en même temps, c'était bien pour nous. C'était nécessaire d'avoir ce temps-là parce que vu tout ce qu'il y avait à explorer, dès le début, j'avais pas du tout idée je veux dire, de cette histoire invisibilisée, effacée, qu'avaient produit les diasporas noires de France. Et du coup, en tout cas, c'était super génial d'avoir pu en fait avoir 1 année de plus pour pouvoir en fait continuer à produire, continuer à relever, à rencontrer, à faire rendre visible certains récits très très importants qui ont été invisibilisés. Ah oui. Oui, parce que quel travail, hein. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'interview aussi avec Anthony Adjabé hier, et puis quand on a fait la visite, c'est vrai que il y a une densité d'informations, de choses qui étaient, mais justement on va en reparler. Donc la préparation, ça a pris à peu près 2 ans, et vous étiez combien? La préparation a pris 2 ans. L'idée, c'était de mettre en place une équipe de 8 chercheurs qui allaient pouvoir, en fait, avec lesquels on allait travailler. Le profil des chercheurs était très important puisque comme au départ, c'était censé être 1 an avec pas beaucoup de temps, l'idée, c'était d'avoir des profils de chercheurs qui, dans leur champ de recherche, avaient déjà une expertise, avaient déjà une bibliothèque, une bibliographie et un corpus. Et l'idée, c'était que chacun emmène sa bibliothèque, son corpus, et qu'on mélange pour pouvoir en fait produire en fait cette bibliothèque de Chimirongwa. Donc, on se voyait tous les mercredis sur Zoom. On lisait des textes ensemble, on regardait des films ensemble, on écoutait de la musique ensemble. Et à partir de tout ce matériel, on discutait sur chaque matériel, pour aussi chaque document, pour voir ce qui pouvait rentrer dans la bibliothèque Chimirongwa ou pas. Pourquoi ça peut rentrer, pourquoi ça ne peut pas rentrer, en quoi c'est pertinent que ça existe dans la bibliothèque Chimirongwa. C'est un peu
comme ça qu'on a travaillé, mais aussi on a aussi invité des formes d'archives vivantes, des personnes qui détenaient un certain savoir et qu'on a invité dans nos Zooms pour qu'ils puissent nous faire partager de leur expérience, de leurs récits, et du coup emmener des nouveaux matériaux qui allaient nous servir pour pouvoir augmenter la bibliothèque et ou peut-être même nous ouvrir vers d'autres pistes de recherche avec les récits qu'ils allaient partager avec nous au cours de nos recherches. C'est un peu de cette façon-là qu'on a travaillé. Donc, on avait une grande bibliothèque virtuelle où, en fait, on mettait tous les éléments, que ça soit des textes, des photos, de la musique. Et donc, on partageait en fait cette bibliothèque et on pouvait aller lire, regarder quand on avait des questions à poser, quand on se revoyait dans les réunions de travail, ben, on échangeait dessus, on se nourrissait aussi mutuellement parce qu'on faisait des champs de recherche totalement différents. Il y avait par exemple Hamzat, qui est plutôt spécialiste du panafricanisme. Il y avait Moses, qui est spécialiste d'Édouard Glissant, des Caraïbes francophones, etc., etc. Moi, j'avais plutôt une expertise en art et puis aussi par rapport à l'histoire de la culture hip-hop, puisqu'au moins, au départ, je viens de la culture hip-hop. L'idée, c'était aussi que chacun vient avec son bagage intellectuel, artistique et politique, et qu'on échange et qu'on se nourrit pleinement aussi de tout ça. Oui, Pendant puisque les... toi, on en avait parlé dans un premier podcast où on s'était rencontrés en 2019, je crois, et donc tu as fait partie du premier groupe hip-hop francophone, c'est ça? Français? Ouais, le premier groupe de rap féminin français qui s'appelait les Ladies Night, Oui, et aussi le premier groupe à pratiquer le double dutch en France. Donc, voilà. du coup, je connaissais toute cette histoire, l'histoire du hip-hop français, et du coup, que je pouvais quelque part aussi partager avec mes camarades qui connaissaient pas très, très bien cette histoire. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une différence entre lire des articles, regarder des films, et puis échanger avec quelqu'un qui a vraiment vécu, qui a vraiment été dedans dans cette histoire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas documentées dans les archives, et du coup que ces personnes qui ont vécu ces récits peuvent venir quelque part éclairer et puis aussi enlever le doute. Et c'est ça qui est aussi chouette, parce que la bibliothèque, la méthodologie en fait de la, comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que Chimirangwa, c'est vraiment une intervention. C'est une intervention à l'intérieur de l'espace de production de connaissances et au sein des archives aussi. Elle cherche aussi à repenser une bibliothèque, mais comme un laboratoire, produisant de la curiosité, des nouvelles aventures, des rêveries, des engagements sociopolitiques ou des fêtes, je pourrais dire de l'esprit critique aussi. C'est aussi quelque chose qui était très, très important. On s'est beaucoup chamaillé sur des... Pas chamaillé, je dirais. Ouais, Vous avez on discutaillé. pitaillé exactement sur des thématiques, sur des auteurs. La perception qu'on avait chacun de ces auteurs-là, c'était très différent Ah oui? suivant la sphère où l'on venait, etc. Et donc, c'était aussi... c'est le fait aussi pour moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de se concentrer sur la façon de faire communauté. euh, et de produire et de faire circuler aussi la connaissance. C'est ce qui m'a vraiment touchée et enrichie dans ce projet, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup nourri. Ah oui, justement, c'était Et une de mes questions. Si toi, qui avais déjà quand même une grande connaissance de tout ça, est-ce que tu as appris beaucoup de choses? Est-ce que pour toi, ce cheminement de préparation a aussi été enrichissant, éducatif, inspirant? déjà, la méthodologie je veux dire, la méthodologie de travail, c'est-à-dire que la bibliothèque Chimirova, c'est vraiment une méthode de travail. C'est une façon, en fait, de produire de la pensée, de l'intellect, qui est différent du champ académique,
ou même du chant universitaire. Je crois même que c'est anti-académique et anti-universitaire, parce qu'on fait appel à des notions, à des façons de faire, de produire de la culture, de la pensée, qui est vraiment totalement à l'opposé, qui est vraiment totalement différent du process universitaire. Parce que pour pouvoir, en fait, je pense, avoir certains récits, et on est obligé de fonctionner de cette manière, parce qu'on d'être dans cette forme de déhiérarchisation aussi des savoirs, que tous les savoirs se valent, quel que soit, que ça soit des savoirs militants, que ça soit des savoirs traditionnels, etc. Tous ces savoirs-là, en fait, se valent. Et pour nous aussi, c'était très important de le faire savoir et de travailler aussi de cette manière-là. Et même dans la classification de la bibliothèque Chimirangwa, c'est aussi ça. On est dans une forme de déconstruction, de classification, de catégorisation. Et du coup, la lecture, elle s'opère totalement différemment quand il y a justement cette manière comme ça de hiérarchiser les savoirs et de les lire sur le même plan. Et du coup, c'est beaucoup plus enrichissant. On va plus en profondeur dans certaines choses, alors que si on avait épousé, utilisé une, euh, une méthode de travail, une façon de faire de la recherche très universitaire, on serait passé de loin sur pas mal de récits. On aurait raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on a acquis, on a pu rassembler tous ces récits-là parce que justement, on a travaillé autrement. C'est-à-dire que aussi bien en termes d'intergénérationnel, on a travaillé aussi de cette manière-là, aller chercher les anciens, leur donner de la visibilité, leur tendre le micro d'en passe Oui, pour qu'ils viennent en fait on va en reparler, oui. raconter des choses qui n'existaient pas justement, même dans les archives, dans les bibliothèques de France, certains de ces récits-là ne sont pas répertoriés. Certaines productions n'existent pas. Par exemple, quand on voit le magazine qui avait été fondé par Manu Dibango, Afro Musique dans les années 70, Mhm. ce magazine, il n'est pas répertorié à la BNF. Nulle part il est. Mais on savait au travers les interviews, des échanges avec Manu Dibango, qu'il avait créé ce magazine-là. Et du coup, on a retrouvé Jean-Jacques Dufayet, qui était aussi cofondateur de ce magazine des musiques noires avec Manu Dibango. Et lui, en fait, il avait archivé tous les numéros. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir accès aux numéros, qu'on les a scannés. Et du coup, avoir une certaine histoire des musiques noires au travers ce magazine qui avait été fondé par Manu Dibango. Et très peu de gens savent qu'il a fondé en fait ce magazine. Tu vois, donc si on avait une méthodologie très universitaire, très académique, eh ben, on n'aurait pas pu avoir accès en fait à beaucoup d'éléments. Et déjà, même moi, je voyais quand je faisais les visites, c'était incroyable parce qu'à chaque fois, j'apprenais toujours des choses. La bibliothèque Chimirongwa, en fait, c'est une forme de bibliothèque augmentée au contact du public. À chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui regardait au travers de la cartographie, qui disait: Ah, mais tel événement, ah, mais tel syndicat en Guadeloupe, c'est mon oncle qui avait créé ça et qui Oui, mais je commence l'ai à vécu travailler. avec toi d'ailleurs pendant la visite qu'on a faite ensemble. On a Ouais, rencontré mais une c'est femme. oui, oui, dont la mère était une grande militante UPiste, qui est un des partis, en fait, l'UPC, qui était un des partis politiques au Cameroun qui luttait pour l'indépendance. Et cette histoire, en fait, n'avait jamais été écrite d'une manière féministe. On a toujours raconté, même au Cameroun, dans les livres d'histoire, c'était des hommes qu'on mettait en avant et pas les femmes. Et là, nous, dans la bibliothèque Chimirongwa, on se concentre sur certaines des femmes qui ont été invisibilisées et qui ont beaucoup apporté
à ce parti politique qui sont partis en Chine pour apprendre des techniques de, 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 de combat, apprendre à manier un bazooka, toutes ces choses-là, tu vois. Pour moi, quand j'ai appris ça, c'était lors de la fiction, de la science-fiction même. J'aurais jamais cru qu'au Cameroun, il y avait des militantes Mm. qui, à un moment donné, sont parties en Chine pour se former, tu vois. Et cette femme-là, elle a été emprisonnée plusieurs fois, elle a fui, etc. Et son histoire, dans le monde académique, est très peu connue, mais même dans l'histoire même de ce parti-là, on met très rarement ces femmes-là en avant, alors elles ont combattu aussi pour Là, cette c'était contre indépendance, la colonisation, donc. contre la Oui, colonisation au Cameroun, la colonisation française. oui, oui. Donc, le parti l'UPC luttait pour l'indépendance du Cameroun. Donc, c'est vraiment, et cette histoire-là, on l'a appris par une artiste qu'on a invitée, Anaché, qui est venue en fait dans nos Zooms raconter en fait ses recherches, son histoire familiale. Et c'est un peu comme ça qu'on a appris. Et du coup, nous, ça nous a donné d'autres pistes Oui. pour aller chercher. Elle, c'était la fille de la femme que l'on a rencontrée. Donc, Exactement, c'était la petite fille de la femme au Cameroun, c'était sa grand-mère, en fait. exactement. Voilà, tout à Ouais. fait. Une filiation de femmes Oui. comme ça. Et moi, j'ai vu passer toutes les générations qui sont venues voir ce projet. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas si je t'ai raconté, mais le jour où on était en train de finir d'installer, de faire l'installation, il y a les gens qui font le ménage à la BPI. Il y a un des papys en fait qui s'est arrêté, qui a arrêté de balayer, qui est venu, qui s'est arrêté devant une cartographie. Et il a commencé à regarder. Et c'était une des cartographies qui parlait en fait de. Il y avait eu le feu dans je crois que c'est dans les années 70, à Aubervilliers. Il y a un foyer Sonacotra qui avait brûlé. Mhm. Et en fait, apparemment, un des membres de la famille, en fait, habitait dans ce foyer-là. Et j'étais hyper, mais vraiment touchée, j'étais émue parce que, en fait, ces gens-là, quand je les vois travailler, nettoyer les musées, ils ne... c'est des invisibles. C'est des gens, en fait, qui ne, qui ne s'arrêtent pas pour prendre le temps de regarder, d'observer, d'avoir accès, en fait, à à ces œuvres d'art. Et là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il se sentait concerné aussi, peut-être aussi, c'est ça aussi. Il s'est arrêté de travailler pendant quelque temps et est resté scotché devant une des cartographies. Oui, Et c'est une mise en valeur aussi de vie qui n'ont jamais été mises en valeur. exactement, tout à fait. Et qu'on ne voit pas dans les institutions muséales, hein, ce genre de propos, ce genre de récits, tu vois. Et du coup, j'étais super, super touchée parce que c'est quelque chose aussi qui me met mal à l'aise, qui me dérange quand je vais des fois travailler dans des institutions muséales ou les centres d'art. C'est-à-dire que les seuls moments où la présence des corps noirs se trouve, c'est uniquement, effectivement, dans ces classes-là, dans ces personnes qui nettoient les toilettes, qui nettoient ces espaces où il y a ces œuvres-là, ou les guides, ou les gardiens à l'entrée, les mecs qui font la sécurité. C'est là où tu vois les corps noirs. Et plus tu montes dans la hiérarchie de ces institutions-là, et plus ça devient monochrome et moins il y a de la diversité. Et du coup, c'est quelque chose qui me... Ouais, c'était très, très, très important, très touchant en tout cas Mm. pour moi. Et aussi, j'ai compris aussi à quel point ce travail était nécessaire et important pour la communauté noire aussi, de savoir, quelles que soient les générations, qu'on a une histoire, qu'elle est là, cette histoire, et que cette histoire aussi a participé des luttes, a enrichi aussi la production culturelle, artistique, politique française. Et de se dire que quand même, on a une histoire commune aussi,
Et cette histoire commune, elle participe du vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire à une communauté, vos anciens n'ont rien produit, que vous ne produisez rien, alors que ce n'est pas le cas. Et on le sait pertinemment parce que dans nos familles, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des transmissions qui s'opèrent d'histoires, de récits, comment ton père ou ton grand-père est arrivé en France, par quel biais, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté à la nation France, qu'est-ce qu'il a produit, etc., etc. Tu vois? Donc il y a quand même des choses qui se transmettent dans les familles, mais c'est vrai que ces récits-là, ont longtemps été effacés et qu'il y a un mouvement depuis quelque temps des gens issus des migrations qui cherchent leur histoire par eux-mêmes et qui font de la recherche, ou même, que ça soit aussi à l'université, beaucoup d'étudiants racisés commencent à faire de la recherche à partir, de leur histoire et du coup découvrir des choses et se rendre compte que quelque part, il y a une richesse qui a été, produite, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi cette richesse-là, elle a été invisibilisée ou effacée. Pourquoi on refuse à ce qu'elle fasse partie de cette grande histoire universaliste? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette remise en cause de l'universalisme, parce que l'universalisme exclut, en fait, certains récits, exclut certaines histoires. Donc pour nous, elle ne peut pas être universaliste, parce qu'il manque justement ces récits-là. Et normalement, si c'était vraiment une un universalisme qui incluait, en fait, tous les apports, tous les récits, tous les histoires et cetera et tout, et ben, ça serait, et ben, je pense qu'on l'accepterait, toutes les communautés, l'accepteraient et se verraient dedans, se projetteraient dedans. Comment tu peux te projeter dans cette grande histoire universaliste où toi, tu n'existes pas? Oui, c'est pas de rejeter l'universalisme, si je comprends bien. C'est de faire Qu'ils que le la façon deviennent dont on le vit corresponde au vrai sens du terme. exactement. Mm. C'est-à-dire qu'on puisse se reconnaître, que tout le monde puisse se reconnaître et se projeter. Et pour se projeter, dedans, et ben, il faut que quand même qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des récits, qui nous parlent et c'est même pas qui nous parlent, il faut qu'on se sent inclus, de par nos productions dans cette histoire et c'est pour ça que, pour moi, j'ai vraiment, je te dis, je me suis tellement enrichie de cette expérience et je remercie vraiment Anthony de m'avoir associée, en fait, à ce projet parce que ça m'a vraiment ouvert, des champs que que j'ignorais, mais même dans la façon de travailler, c'est-à-dire, une méthodologie qui se base, à partir, je dirais, une politique de l'amitié. Tu vois? Un procédé qui est vraiment basé sur la discussion, la découverte de l'autre et puis aussi, qui implique aussi un processus de rencontre avec soi-même et de rencontre avec son histoire. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai, comme expérience que j'ai vécue et c'est pour ça aussi que l'installation, de la bibliothèque Chinorangwa, c'est vraiment une expérience immersive. C'est vraiment comme ça qu'il faut le vivre et que comme ça que je l'ai vécu et beaucoup de gens qui sont venus voir, en fait, cette installation qui n'est pas une exposition, justement parce que et je partage tout à fait l'avis d'Anthony quand il dit pour lui que l'exposition, c'est la couverture d'un livre, Oui. alors que l'installation, c'est le contenu du livre. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout, même dans la manière dont on a conçu cette bibliothèque, la manière dont on a installé toutes les informations, à chaque fois, l'objectif, c'était d'amener le public à ouvrir le livre, à aller chercher. C'est-à-dire comment à partir d'une citation qui est au sol, qui va te parler avec l'auteur qui a indiqué, et cetera, tu vas avoir envie d'aller voir la bibliothèque, de dire: «Voilà, je viens de voir cette citation de un tel,
Est-ce que je peux avoir accès aux livres? Est-ce que je peux avoir accès aux CD, au vinyle? Parce qu'il y avait aussi des citations de musique, etc., etc. Parce que la bibliothèque Chimirangwa, justement, mélange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorisation au sens universaliste, les sciences, l'art, la philosophie, etc. Elle fonctionne sur d'autres catégorisations, sur des thématiques qui sont propres à cette recherche des études noires francophones. Et, et en ça, je trouvais ça, justement, c'est sur toujours ce process de déhiérarchisation des savoirs. C'est-à-dire que ce qui est, ce qu'on, le contenu qui est produit par un musicien est tout aussi important, a tout aussi à la même valeur que un philosophe, qu'un géographe, qu'un artiste plasticien. Du coup, vraiment, ça change, je veux dire, la lecture du monde. Et malheureusement, c'est pas, on ne nous apprend pas à travailler comme ça dans les universités. On ne nous apprend pas à réfléchir, articuler la pensée de cette manière-là dans les écoles, etc. Et c'est en ça que je me dis, mais voilà, du coup, j'ai appris tout ça et du coup, je le partage avec mes étudiants en art. J'enseignais cette année à l'École des Beaux-Arts de La Réunion. Je le partage avec des collègues militants. Je le partage dans le collectif Africada aussi, maintenant, cette manière de travailler. L'idée, c'est d'être dans cette forme de transmission aussi. Ça aussi, c'est très important dans la bibliothèque. Et c'est pour ça que cette bibliothèque, elle ne pouvait pas être une bibliothèque statique. C'est-à-dire que quand tu es au contact, eh ben, tu as envie de l'augmenter par toi-même ou au contact d'autres gens avec lesquels tu discutes sur une information ou sur une publication ou sur une des cartographies, etc. C'est vraiment une bibliothèque qui est constamment en mouvement, qui se régénère toute seule. C'est ça sa force. Alors les cartographies, justement, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce qu'en fait, on les voyait dans la BPI, en grand format au mur, et elles sont aussi dans la revue chronique. Ces cartographies, comment vous avez travaillé? C'est le fruit de vos sessions Zoom? Oui, c'est le fruit. Les cartographies sont issues des fruits des discussions et des échanges de Zoom. Et donc, C'est-à-dire est-ce qu'elles que représentent, pas représentées, puisqu'on peut les trouver dans la revue Chimurenga, que l'on peut commander sur le site de Chimurenga, je vais mettre les liens. Mhm. Les cartographies, comment vous les avez pensées? Parce que là aussi, c'est des, comment on peut dire, c'est thématique ou comment on peut... Oui, oui, les cartographies, elles fonctionnent sous forme de thématique, mais aussi sous forme de catégorisation. Parce que les titres des cartographies correspondent aussi à des catégorisations de la bibliothèque Chimirangwa. C'est-à-dire que quand on a une cartographie peuple noir, peuple africain, qui est un titre d'une des revues de ce grand intellectuel écrivain Mongo Betty, qui a été, dont un des premiers bouquins a été censuré en France et qui est très très peu connu, très peu enseigné. Quand on voit ce titre-là de cette cartographie avec ce contenu correspond à une catégorisation de la bibliothèque Chimirangwa qui va renvoyer à des publications, à des auteurs qui rentrent dans cette thématique. Et la cartographie montre la circulation de cette pensée-là liée à cette thématique-là. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on discutait, il y avait Moses Antoné, tu vois, qui, eux, de leur côté, notaient des choses, commençaient à chaque fois à garder l'essence de nos échanges intellectuels pour pouvoir produire, en fait, ces cartographies. Et puis aussi, ça participe de comment montrer, comment exposer la pensée sous toutes ses formes. C'est-à-dire que pour moi, la cartographie est un outil, une manière qui est très intéressante d'exposer cette pensée-là. Mais en même temps, quand tu vois certaines catégorisations de la BPI qui sont vraiment, qui datent, qui sont obsolètes, tu vois, quand on prend l'exemple en fait de la littérature francophone, quand on regarde ce qu'il y a dans la littérature francophone, on se dit mais
Pourquoi dans la littérature francophone, on a des auteurs antillais? Les auteurs antillais devraient être dans la littérature française. La Guadeloupe, la Martinique, tout ça, ce sont des départements français. Donc, pourquoi ils sont dans la littérature francophone et pas dans la littérature française? Pourquoi? C'est des Français à part entière. C'est des départements. Donc, pourquoi est-ce que dans la classification intellectuelle, ils sont relayés à la périphérique? Qu'est-ce qui fait? Et pourquoi au XXIe siècle, tout le monde est conscient? Pourquoi est-ce qu'on, justement, on ne change pas ces catégorisations-là? On ne propose pas des nouvelles classifications, des nouvelles catégorisations. Alors, un numéro de la célèbre revue Chronique du collectif Chimurenga, habituellement publié en anglais, a été édité en français. Donc moi, je l'ai acheté, je l'ai rapporté. En fait, j'ai été contente après coup, vraiment, de l'avoir acheté, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais pas eu le temps d'approfondir lors de la visite sont contenues. Donc, c'est pour toutes les personnes qui seraient frustrées de ne pas avoir pu visiter la bibliothèque Chimurenga avec tout ce que l'on vient d'en dire. Il y a une forme un petit peu d'archive du contenu qu'on pouvait trouver là-bas, même si évidemment là, on n'a pas l'expérience de vie et tout ce qui se passe quand on était dans la BPI. Mais il y a quand même énormément de choses dans ce... Donc ça vous a pris combien de temps? Est-ce que toi, tu as participé à l'élaboration de cette, je ne sais pas si on peut dire revue d'ailleurs, c'est un très grand format hein, en journal épais, il y a aussi des photos, il y a aussi justement des références bibliographiques, discographiques. Comment vous avez travaillé ça? Qu'est-ce que vous souhaitiez en faire? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En fait, Chronique, en fait, c'est une revue. C'est une revue à part entière. Et l'idée, comme je disais, c'était d'utiliser en fait différents, je dirais, médiums pour exposer, pas exposer, mais partager ce dont on avait discuté. Donc, il y avait l'installation qui est à la BPI. Ce qu'on n'avait pas pu mettre à la BPI, on l'a mis dans Chronique, dans la revue. Ce qu'on n'a pas pu mettre dans la revue, on l'a mis dans PASS, qui est le Pan African Space Radio Station, qui est cette radio. C'est aussi comme ça qu'on a pensé, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de matériaux que la bibliothèque en elle-même, tu vois, suffisait pas. Et qu'on s'est dit, voilà, on va donner la parole à des gens qui vont écrire. Et du coup, on voit qu'il y a une complémentarité entre l'installation, la revue chronique et le pass. Et en fait, dans ce numéro, on invite des auteurs contemporains à situer leur travail par rapport à cette archive qui demeure largement invisible, qui a, tu vois, cette grande archive de l'étude noire. Et ensemble, on essaie de vraiment de produire une étude noire de l'archive francophone. Et il y a une distinction entre les études noires, qui représentent plutôt un champ d'études interdisciplinaire, alors que l'étude noire, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est une méthode, je pourrais dire, une méthode indisciplinable. Je ne sais pas si ça se dit, Bon, on indisciplinée. comprend, tu peux l'inventer. Une méthode indisciplinée qui reconnecte la connaissance incarnée à n'importe quel corpus de connaissances. Et c'est la différence entre regarder les Noirs et regarder avec les Noirs. Oui. Et c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire qu'on a regardé avec, on a regardé ensemble, on a lu ensemble. Donc c'est différent. Et quelques mots avant de terminer sur PASS. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 jours à PASS? Qu'est-ce qui s'est passé dans le PASS? Oui, en fait, on a invité des archives vivants, certains dont on retrouve par exemple dans nos cartographies. Par exemple, le grand jazzman Cheikh Tidiane Fall, qu'on a invité, tu vois, et du coup, il est venu lui-même raconter
son histoire. Jouer, il a joué en live. C'est pas pareil quand tu écoutes un disque de Cheikh Tidiane. Quand tu le vois en vrai, il joue, la sensation est autre. Donc c'est tout ça aussi, c'est toutes ces émotions qu'on avait aussi envie de partager avec le public et qui a encore été encore une nouvelle expérience immersive qu'on avait envie de mettre en place. Par exemple, quand on invite la fille de Sarah Maldoror pour venir en fait nous raconter une facette de Sarah Maldoror, qui est une pionnière, cinéaste, révolutionnaire, ça serait même la réduire, parce que c'est une grande poétesse aussi, mais c'est une des premières à avoir filmé les révolutions en Afrique, en Angola, par exemple, au Panama. On a fait des films. Et elle est très peu connue aussi en France. Et l'idée de revisiter la filmographie de Sarah Maldoror avec sa fille au travers sa discothèque, c'est quelque chose qui est totalement différent. On la découvre d'une autre manière, etc. Et en plus, Sarah Maldoror a une discothèque incroyable. Elle écoute du gros cas, du free jazz, mais du rap. Ça va dans tous les sens. Et même quand on voit les artistes avec lesquels elle a travaillé pour produire les bandes son de ses films, de Myriam Makeba, Archie Shepp, tu te dis waouh, voilà. Et sa fille, Anouchka, est d'une grande générosité et on a pu avoir accès aux archives de Sarah, avoir accès à sa bibliothèque, avoir accès à sa discothèque. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, comme on la connaît peu sous cet angle-là, on va la faire découvrir au travers sa discothèque et raconter des fragments de récits de cette grande cinéaste pionnière qui, malheureusement, est décédée en 2020 du Covid, et qu'on avait envie de rendre hommage et qu'on retrouve aussi dans la cartographie. Oui. Il y avait Oasis Diop aussi en invité, ça s'est fait, qui était prévu. Oui. Il est venu, c'était un pur bonheur. On l'a invité à Paz pour venir justement nous parler, pas que, sous, en fait, c'est Brice Anonou qui a, à chaque fois, on donnait une carte blanche à un philosophe, un militant, etc. Et du coup, chacun proposait sa carte blanche avec ses invités et il officiait, etc. Et Brice, en fait, Anonou, qui est anthropologue béninois, qui faisait partie aussi dans le collectif de chercheurs avec nous, qui a travaillé aussi avec nous, a invité Brice et aussi Invité Oasis Diop. Roger Wassis Diop et Roger Raspail aussi, qui est un très très grand musicien de Groka, et pour les faire dialoguer ensemble. Et Wassis nous a parlé aussi de ses expériences qu'il a eu à travailler avec des réalisateurs pour produire, créer leur bande son de film. Et il est aussi venu nous parler de son dernier opus qui vient de sortir, son opéra qu'il De avait la mis en glace dans la scène. gazelle. Voilà. Et puis, ouais, et puis nous faire écouter quelques extraits du dernier album dont je parle, dont je pense que quand tu vas le rencontrer, tu vas avoir pleinement l'occasion d'échanger avec lui au Oui. cours par rapport à cette dernière création qu'il vient de faire. Avec une voix de plus en plus profonde. Ouais, qui vient de. Parce que c'est aussi, je pense que c'est deep aussi, Oui, ce c'est qu'il ça. raconte. Mm. C'est très profond, c'est très intense, les récits, et puis ses créations aussi. Et on était vraiment, vraiment très ravis de l'avoir et qu'il ait accepté de participer à PASS. Pareil, Maboula Samora, elle est Oui, venue, Soumoro. Soumaro, elle est venue en fait en tant que, tu vois, DJ. Donc elle a amené une playlist qu'elle a partagée avec nous. Elle nous racontait en fait le dancehall, l'histoire du reggae, comment elle le percevait, elle, Oui. et pourquoi elle aimait cette musique. Elle parlait de chacun des morceaux qu'elle jouait, des artistes. Et c'était super chouette de sa part. Pareil, une expérience incroyable à partager. Et puis, pas, c'est vraiment le fait qu'on ait, c'était important aussi, le fait qu'on soit dans le 18e.
parce que dans le 18e aussi, ça a une histoire. Et aussi le théâtre du Lavoir moderne aussi a une histoire un théâtre de résistants qui aussi a accueilli beaucoup de dramaturges africains, qui a une longue histoire d'accueillir ouais, des auteurs qui sont dans cette forme d'engagement, de résistance. Et ils ont été d'une générosité incroyable. Et moi, je tiens aussi beaucoup, beaucoup à leur remercier d'avoir mis comme ça à la disposition d'une manière gracieuse pour qu'on puisse faire passe avec eux et nous aider même, tu vois, à identifier certains acteurs dans le quartier 18e, puisque l'idée à chaque fois aussi, c'est de travailler avec les acteurs locaux du quartier. Dans le Donc, on quartier de a la Goutte d'Or, donc. ouais, le quartier de la Goutte d'Or, effectivement. Donc, on a travaillé avec le disquaire, le seul disquaire qui est à la Goutte d'Or. On lui a donné une carte blanche sur plusieurs soirs où il a fait venir des musiciens qui sont venus jouer, passer des disques, etc. et tout, et raconter aussi un peu la vie de ce quartier. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, c'est toujours, on produit avec. Oui, il y Tu a vois, c'est pas. une grande ouverture tout le long, et c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans la discussion avec Anthony Adjabé, qui tenait à préciser que dans les intentions, il n'y avait pas l'intention d'entrer en conflit, euh, par exemple à la BPI ou tout ça. Parce que c'est souvent à ça qu'on réduit ce genre d'initiative, je trouve. C'est tellement facile de vouloir prêter Ah oui, des intentions d'entrer en conflit. ah ouais, Et une fois qu'on pose ça, ça limite tout échange, toute ouverture et pas faux, l'échange. toute L'échange, elle est évolution. Oui, ça c'est bloque pas. tout. Alors que là, vraiment, c'est vraiment plus. C'est pour ça que la bibliothèque Chimérangois, c'est pas de critiquer la bibliothèque de la BPI. C'est vraiment pas du tout le projet. Et c'était vraiment pas du tout cette intention-là. C'était pas du tout de critiquer les manquements. Tu vois, l'idée, c'était plutôt de créer un dialogue. Tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment une bibliothèque dans une bibliothèque. C'est pas une bibliothèque contre une bibliothèque. Et on est vraiment sous forme d'infiltration. On s'infiltre dans la bibliothèque de la BPI. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est d'être en dialogue avec l'autre. Et puis aussi, c'est comment, en fait, l'idée, c'était de produire, à partir de nos recherches, de mettre en place cette bibliothèque et de la faire dialoguer avec la bibliothèque de la BPI. L'idée, c'était pas de lire la bibliothèque de la BPI, de la critiquer, de dire il manque tel livre, il manque ceci, il manque cela. We don't care. C'était pas du tout ça le propos et c'était pas du tout ça nos recherches. Et même la manière dont on cherchait cette histoire et comment on voulait mettre en relation, comment on voulait montrer la circulation de Oui, cette c'est histoire. plus des propositions, des invitations, Exactement. à se mettre en mouvement. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve que c'est le pire en tant qu'être humain, c'est de devenir stérile, quoi, comme des terres qui deviennent stériles. Quand il n'y a plus cette interaction avec des formes de pensée différentes desquelles on a aussi à apprendre, à évoluer, à s'enrichir. J'aime cette perpétuelle mise en mouvement, évolution. Je sens que mes neurones sont bousculés par d'autres choses, là, je me sens vivante. Mais c'est vraiment le fait de dire vivant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la bibliothèque Chimirongwa est considérée comme une bibliothèque vivante, vivante avec des textes, vivante avec des recherches, de la musique, des couvertures de vinyle, des publications, des gens aussi. Des Le fait films d'être aussi. en contact des films, tu vois, c'est vraiment c'est une bibliothèque vivante. C'est vraiment ça quand tu parles de ça, ça correspond vraiment à ça. Non, non, et puis ce qui est aussi, ce que je trouve beau dans la manière dont on travaille Ntoné, c'est-à-dire que le travail qui est produit en fait avec les communautés, tu vois, pour lui, c'est vraiment, ça garantit un caractère subjectif et aussi affectif de la recherche. Et c'est des termes en fait qu'on a souvent du mal justement à coller. Tu vois, quand on est dans le champ universitaire, académique.
Et c'est en ça, ça transforme et il y a une forme d'humanisme, tu vois, qui s'opère et qui est présent. Tu vois, de réintroduire en fait des notions pacifiques et non pas d'être dans un vocabulaire guerrier. Tu vois, on est en guerre avec qui, avec quoi, etc. Et tout. Mais justement, c'est vraiment comment faire de la recherche affective. Qu'est-ce que c'est que de la recherche affective? Tu vois, toutes ces notions-là, tu vois, c'est justement c'est être à l'écoute de la production issue des communautés issues des minorités, être dans l'écoute et produire avec eux, être dans le dialogue et penser ensemble. Tu vois, c'est vraiment, c'est en ça que je trouve vraiment beau, quoi, dans le sens où vraiment quand on travaille avec le collectif Chimérangon, on se rend compte que la bibliothèque est devenue progressivement une méthode de recherche pour travailler et mettre en valeur les cultures minorées, tu vois, apporter une certaine fierté, tu vois, à ces populations-là aussi. Et ça, c'est très important, que les jeunes générations aient des modèles et qu'ils se sentent, qu'ils n'aient pas honte de ce qu'ils sont ou d'où ils viennent et qu'ils prennent conscience que les anciens ont aussi produit, ont essayé de faire bouger les choses, ont fait bouger les choses, mais que cette histoire a été invisibilisée et que maintenant qu'ils ont conscience, qu'ils ont pris connaissance de ça, c'est à eux de continuer en fait d'écrire cette histoire. Et cette fierté, cette reconnaissance, on a tous à y gagner en fait. Pour mieux Bien- vivre ensemble dans les années qui viennent, on a tous à y gagner. Oui, c'est très très important, c'est-à-dire euh, parce que l'ignorance, quelque part, nous empêche d'aller vers l'autre, nous empêche de comprendre l'autre, nous empêche d'être bienveillant avec l'autre. Parce que quand on comprend l'autre, quand on connaît l'histoire de l'autre, eh ben, on est moins dans le rejet. Et donc, ce projet participe en fait de cela. Mais je pense que pour moi, c'était d'abord un projet qui était nécessaire à faire pour nous, pour un peu aussi réparer certaines blessures invisibles, tu vois, et le fait de réparer ces blessures invisibles par le biais de cette production et aussi de se réconcilier avec nous-mêmes avant tout. Tu vois, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est pas du tout un projet qui vient critiquer l'institution ou qui vient critiquer, non, c'est un projet qui d'abord nous fait du bien à nous-mêmes, qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer de l'avant et se dire oui, bah oui, on fait des choses ici, des choses très importantes qui participent, tu vois, aussi à l'élaboration de la construction de ce pays aussi. Donc il faut arrêter de dire qu'on est nuisible, qu'on ne sert à rien, qu'on n'apporte rien, qu'il faut qu'on retourne chez nous. Non, on a construit aussi ce pays. Et, et il faut partager en fait ce savoir qui montre et qui démontre les apports que ces communautés-là ont apportés à l'État français. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans l'installation, pour revenir à l'installation de la BPI, c'est le fait de transformer cette bibliothèque en un espace refuge. Parce que pourquoi pourquoi c'était intéressant et important pour Antoné de travailler dans la BPI plutôt que dans le musée, à cause de la population qui vient dans cette bibliothèque. Parce qu'elle est multiple, elle est diverse. Alors qu'au musée, tu dois payer. Donc, ça sélectionne déjà une partie des gens qui ne peuvent pas payer et rentrer et venir avoir accès au savoir du musée. Alors que la BPI, c'est gratuit. Et donc, du coup, on rencontre tout type de population. Ça peut être des migrants, des SDF, des étudiants,
des futurs intellectuels qui sont en train de passer leur thèse, qui passent leur temps, leur journée à venir faire de la recherche dans cette bibliothèque. C'est toute cette population-là qu'on retrouve aussi à la BPI. Et du coup, le fait de se dire, voilà, c'est un espace refuge, c'est-à-dire que certaines personnes prennent la bibliothèque, l'utilisent comme un espace refuge. C'est aussi comment nous, on doit repenser, réimaginer, proposer, c'est quoi une bibliothèque du 21e siècle? Est-ce qu'une bibliothèque du 21e siècle, c'est juste un lieu de savoir, un lieu de partage de connaissances, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est un lieu humaniste, un lieu qui prend soin des corps fatigués, comme des SDF, quand il fait froid l'hiver, ils viennent le matin jusqu'à la fermeture, jusqu'à 22h. Ils sont au chaud, ils sont là. Elle sert aussi à ça, cette bibliothèque. Tu vois, ou des migrants qui viennent apprendre le français en regardant la télé, etc., etc. Donc, elle a plusieurs fonctions. Elle a dépassé, c'est-à-dire qu'elle a une fonction autre que juste être dans cette production intellectuelle ou être dans ce partage, être dans ce lieu de savoir. Et la bibliothèque Chimerois, c'était vraiment important de cette installation au centre qu'on a mis en place. C'est avec des chaises confortables pour juste venir se reposer. Tu n'es pas obligé de lire un livre, mais juste être là, souffler le temps que tu es là dans cet espace. Ça, c'est vraiment important pour beaucoup de gens. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte dans la manière dont on a installé la bibliothèque Chimirongwa. Bien. En tout cas, merci pour l'échange, c'était trop génial. Merci Pascal, ça m'a fait plaisir qu'on ait un peu plus de temps. Oui, et puis aussi avec de la distance, avec du recul aussi. Oui. C'est pas pareil quand on s'est vu, c'était dans le cadre de la visite, dans etc. Le rush. Dans le rush. Il faisait froid, il pleuvait, on avait des faire problèmes avec les vêtements. Faire le Pan African Space Radio Station, le lavoir moderne dans le 18e. Et là, avec plus de distance, tu vois, du recul par rapport à l'importance de ce projet, ce que ça nous a apporté, nous a appris. Oui. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole pour pouvoir échanger et partager en fait, cette expérience. Merci à toi. Je me souviens de la première discussion qu'on a eue par téléphone sur nos portables où je te disais c'est compliqué, moi je ne peux pas dépasser les 10 km, je ne sais pas si je vais venir, si je viens ça va être juste au dernier moment. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant de se lancer dans tout ça, s'il faut faire ça à l'arrache. Et puis voilà, puis tu m'as encouragée à y aller. Et en fait, dès que j'ai raccroché, que j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller, effectivement. C'était de venir découvrir ça, de venir découvrir les personnes qui avaient travaillé là-dessus, de comprendre, d'en savoir plus, de voir. C'était tellement enrichissant aussi pour moi, donc merci. Et puis voilà, et puis maintenant, on va pouvoir partager ça avec plein de gens. Donc, j'ai hâte. Voilà, Pascal Obolo. Donc Pascal, merci beaucoup pour tout ce dont on a parlé, pour le temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré aussi aux auditrices et auditeurs de So Sweet Planet pour pouvoir transmettre, garder des traces de tout ça d'une façon vivante, nous aussi, on l'espère, dans ce qu'on a pu faire et archiver. Donc un grand merci, j'espère à bientôt et puis bonne continuation. Merci beaucoup Anne pour cette invitation et puis aussi merci de m'avoir donné de l'espace, du temps, de partager en fait cette expérience et ce projet de Chimirongwa qui pour moi est un des meilleurs projets qu'on n'a jamais eu longtemps ici en France et qui est vraiment un projet révolutionnaire. En tout cas, merci de m'avoir donné l'espace et le temps pour pouvoir partager avec le public cette expérience du vivant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.